Le podcast de la CPTS Paris 8. Philippe Coffignon, merci de revenir nous voir pour parler de psychiatrie en particulier, comme on l'avait annoncé dans le premier podcast. Et aujourd'hui, je te propose qu'on parle de bipolarité, anciennement maniaco-dépressif. On en est où exactement ? Oui, merci Denis de me convier pour parler d'un sujet important et qui me tient à cœur. Alors, où en sommes-nous ? Donc, la bipolarité, c'est l'expression moderne qui a succédé à la psychose maniaco-dépressive. Et avant la psychose maniaco-dépressive, il y avait la folie circulaire. Donc, voilà. Donc, bon, il y a une évolution. Alors, pourquoi, peut-être un petit mot quand même, pourquoi cette évolution sémantique un peu ? C'est intéressant parce que je pense que dans le terme psychose maniaco-dépressive, il y a quand même le terme psychose qui est synonyme d'un trouble permanent, dérangeant et d'une difficulté de contact, bien sûr, avec la réalité. C'est le propre des psychoses. Je fais une toute petite parenthèse. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre psychose et névrose déjà ? Oui, alors, qu'on soit clair sur les les bases. bases. Un petit flashback. Oui. Alors, très rapidement, effectivement, c'est sur le contact avec la réalité que la différence se fait. Dans la psychose, le contact avec la réalité est altéré, dégradé ou perdu. Dans la névrose, il est maintenu, il est recomposé, il est malaxé, il est distordu, il est toujours là. Donc, le résultat, entre guillemets, c'est que, par exemple, pour illustrer les choses, dans la psychose, surtout une psychose donc, maltraitée ou peu traitée, les gens n'arrivent pas à travailler, à avoir une efficacité sociale. Dans la névrose, ils travaillent parfois même trop. D'accord. C'est une boutade, mais voilà. Donc, pour revenir à ce changement de nom entre psychose maniaco-dépressive et troubles bipolaires, je pense que ça correspond à l'évolution des thérapeutiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a suffisamment de moyens thérapeutiques pour faire en sorte que les périodes de rémission soient longues, importantes, et effectivement permettent aux gens d'avoir une vie, on peut dire, pratiquement normale. Donc, à partir de là, je pense que continuer à utiliser le vocable psychose maniaco-dépressive n'aurait plus correspondu à la réalité, et à la réalité clinique d'aujourd'hui avec les moyens dont on dispose. Donc, effectivement, après, il y a aussi le côté stigmatisation. C'est toujours quand même mieux de dire je suis bipolaire que de dire je suis maniaco-dépressif et psychotique maniaco-dépressif. C'est quand même plus acceptable. Mais il y a quelque chose quand même qui reflète une évolution médicale des moyens derrière le changement d'appellation. Parmi les bipolaires, il y a quelques génies qui lui ont pondu des œuvres extraordinaires. Donc, il faut savoir que c'est quand même pas une maladie qui nous met par terre complètement, et que je pense à Robert Schumann, par exemple, qui a composé dans ses phases maniaques des œuvres extraordinaires, alors qu'on aurait pu le perdre dans les phases dépressives. Et elle se définit comment, alors, cette bipolarité ? Alors, la bipolarité, de façon très résumée, c'est l'alternance de phases maniaques et de phases dépressives, avec une fréquence qui peut être variable et une durée également des phases qui peut être variable. Alors après, il faut qu'on définisse ce qu'est une phase maniaque et ce qu'est une phase dépressive. Oui, alors justement, je reviens, parce que j'aime bien revenir aux bases, que les choses soient bien claires. Parce que quand on dit maniaque dans le grand public, c'est le fou que je vois au cinéma et qui est un maniaque dangereux, qui monte les dents avec un couteau. Okay, et donc, l'image du maniaque, c'est pas forcément ça. C'est quoi ? Alors, oui, le maniaque, déjà, le mot a été pas mal galvaudé ou utilisé différemment. On dit aussi maniaque pour des gens qui sont obsessionnels, alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. Cliniquement, en psychiatrie, quand on dit que quelqu'un est maniaque, c'est pas un obsessionnel. Un obsessionnel, c'est effectivement quelqu'un de méticuleux, certainement, mais qu'on qualifie d'obsessionnel. Il n'est pas maniaque au sens clinique du mot. Voilà, et au sens psychiatrique du terme. Donc, par contre, pour définir rapidement ce qu'est un épisode de manie, on pourrait dire qu'un épisode de manie, avant toute chose, se
caractérise par une dilatation du moi. Alors, si on reprend des termes peut-être un peu freudiens, la personne se dilate. Elle est en phase d'élation, elle accède à une sorte de toute-puissance, à une accélération de sa pensée, également de son activité. Donc les maniaques dorment peu, sont tachypsychiques, comme on dit, donc vont vite au niveau de la psyché, pensent à beaucoup de choses à la fois. Il y a des télescopages, ça peut donner parfois des propos qui vont du coq à l'âne, comme on dit. Bref, ils fonctionnent en excès de vitesse permanent, avec un sommeil qui est réduit, des compulsions qui ne sont plus contrôlées. C'est les fameux achats inconsidérés des personnes maniaques qui sont capables d'acquérir, suivant leurs moyens, ou même en dépassant leurs moyens, plusieurs voitures dans la même journée, une cinquantaine ou une centaine de paires de chaussures dans la même journée, etc., etc. Donc, voilà, un épisode maniaque, c'est une accélération psychique, une accélération motrice énorme, avec forcément un sentiment de toute puissance et du coup un ressenti par rapport à l'entourage qui peut mener au conflit, parce que ceux qui ne sont pas en excès de vitesse sont vécus comme des empêcheurs de tourner trop vite. Voilà. Et donc là, ils ne sont pas en souffrance pendant ces périodes-là. Alors, dans la manie installée, il peut y avoir en plus parfois des épisodes mixtes avec des phases dépressives qui s'insèrent dans les épisodes maniaques, des effondrements ponctuels. Là, il y a évidemment de la souffrance, et sinon, la souffrance vient par la confrontation avec la réalité, parce qu'effectivement, le maniaque est débordant, et il déborde de tout. Par contre, l'hypomanie, puisque ça existe aussi, qui peut se maintenir et qui peut rester hypomanie, qui ne va pas jusqu'à la manie, c'est plutôt en général quelque chose qui est vécu de façon agréable par les intéressés. Parce que justement, ça pousse à la créativité, les gens font plus de choses, mais restent finalement contenus dans un cadre acceptable. Donc, c'est la même maladie ou c'est une forme de la maladie? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. C'est-à-dire que ça peut être la même maladie, donc ça peut être le prélude à un épisode maniaque. Et puis pour d'autres personnes, notamment, alors puisqu'on distingue deux types de bipolarité, une bipolarité avec prédominance d'épisodes maniaques et peu d'épisodes dépressifs, un autre type de bipolarité avec, à l'inverse, plus d'épisodes dépressifs et à ce moment-là, que des épisodes hypomaniaques. Donc voilà, c'est type 1, type 2. Est-ce qu'il y a une espèce de balance entre les deux? C'est-à-dire que, est-ce que les épisodes malades excessifs, acheter 3 Ferrari dans la journée, je rentre à la maison, il n'y a pas de quoi bouffer, voilà, Ouais. et suivi d'un épisode dépressif majeur où j'ai fait 3 tentatives de suicide. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire cette espèce de différence, est-ce qu'il y a le même poids des deux côtés de la balance? Est-ce que je peux faire des épisodes maniaques très légers? Voilà, j'ai acheté que 2 paires de chaussures, 3, et j'ai par contre un petit coup de barre dépressif, mais qui n'est pas majeur. Je ne vais pas aller jusqu'à une tentative de suicide. Alors, en principe, les épisodes maniaques sont quand même assez francs. Et alors, bien sûr, quand même, comme j'ai introduit une petite nuance, comme dans toutes les maladies, il y a des formes plus ou moins graves. C'est vrai dans tout le domaine médical, donc y compris bien sûr dans la bipolarité. Donc certains patients vont être finalement, malgré les soins, rester relativement handicapés parce que les épisodes seront extrêmement vigoureux et destructeurs, entre guillemets, que ce soit dépressif ou maniaque. À l'inverse, d'autres personnes feront des épisodes quand même d'un peu moindre intensité et s'en sortiront mieux. Parce qu'il peut y avoir un vécu traumatique. Hein. Lorsque les gens vont bien, il y a souvent d'ailleurs un vécu traumatique de l'épisode qui a eu lieu, qui a fait en général beaucoup de dégâts au niveau relationnel, vie sociale, professionnelle, amoureuse, etc. Donc oui, il y a heureusement des formes un peu plus modérées. Mais
en général, quand même sans traitement, les épisodes maniaques ou dépressifs, malheureusement, sont quand même assez conséquents. D'accord. Et est-ce que, en fait, un épisode maniaque est toujours suivi d'un épisode dépressif, un épisode dépressif d'un épisode maniaque, ou il y a des périodes de calme apparent sans ni manie ni dépression? Alors, il y a des périodes intermédiaires, D'accord. heureusement d'ailleurs, dont la fréquence et la durée varient d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que dans le pire des cas, les gens peuvent faire 3-4 épisodes par an, et dans le meilleur des cas, ou dans disons les moins mauvaises situations, 3 ou 4 épisodes dans leur vie. Donc on est quand même sur une fréquence qui peut D'accord. extrêmement varier. Et évidemment, plus la survenue est fréquente et plus la durée des épisodes est longue, plus le pronostic est quand même moins bon en termes de vie, de confort de vie, de capacité de maintenir une insertion. Puisque finalement, le pronostic, c'est ça. Normalement, s'il y a une bonne observance des traitements dont on dispose, on doit pouvoir faire en sorte que les gens préservent une bonne insertion et très peu d'épisodes pendant leur vie, c'est-à-dire passent des années entières à pouvoir fonctionner de manière à peu près normale. Parlons des médicaments, justement, parce que, en fait, le problème, souvent, dans les maladies chroniques comme celle-ci, c'est que les patients ont tendance à arrêter les médicaments quand ils vont bien, en disant ben, je vais très bien et j'arrête. Est-ce que ces arrêts-là, qui doivent être fréquents dans cette maladie, comme dans toutes les maladies chroniques, déclenchent des poussées là un peu plus graves ou non, ou systématiquement une poussée lorsqu'on arrête les traitements? Alors, comme c'est une maladie, entre guillemets, endogène, et quand on est diagnostiqué bipolaire, on est susceptible tout au long de sa vie de faire des épisodes de décompensation, qu'ils soient maniaques ou dépressifs, avec la prédominance qui est la sienne, comme je le disais tout à l'heure. Elle peut varier d'une personne à l'autre. Mais effectivement, on est susceptible de rechuter. Donc à partir de là, le traitement doit être permanent. Et le traitement fondamental de base, c'est le régulateur de l'humeur. Donc là, on dispose de plusieurs groupes de produits, oui, qui sont indispensables. C'est quand même le traitement fondamental. Bon, en général, ils sont accompagnés suivant la nature de l'épisode, de compléments. Ça peut être, bien sûr, dans les phases dépressives, d'antidépresseurs, dans les phases maniaques, de sédatifs complémentaires, voire de neuroleptiques de nouvelle génération à petite dose, qui donnent un appoint très utile pour maintenir justement un bon ancrage dans la réalité, en plus des thymorégulateurs. D'accord. Alors, on voit que c'est extrêmement important, ce traitement, mais pour pouvoir mettre ce traitement qui va durer toute la vie, est-ce qu'il y a un problème par rapport au diagnostic? C'est-à-dire, diagnostiquer quelqu'un de bipolaire a une lourde conséquence. Est-ce qu'il y a des erreurs diagnostiques? De quoi doit-on se méfier? Où sont les erreurs? On parlait voix off tout à l'heure que très souvent le diagnostic est posé très tardivement, Oui. souvent trop tard. Comment peut-on y remédier? Est-ce qu'il y a un moyen de dépister avant? Est-ce qu'il faut faire de la prévention? Alors le diagnostic, effectivement, est essentiel comme toujours, mais malheureusement, je dirais, est souvent fait tardivement. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que le diagnostic est fait 6 à 8 ans après le début des troubles, la plupart du temps. Donc c'est un délai extrêmement long, pendant lequel les patients, effectivement, sont pas traités, vivent des expériences traumatiques, se désinsèrent socialement, au niveau professionnel, relationnel, d'une manière générale. Donc ce sont souvent des choses qui sont très difficiles à récupérer après. Donc l'importance d'un diagnostic précoce est essentielle. Par contre, pourquoi on n'y arrive pas finalement aussi souvent qu'on devrait? Parce que souvent, les épisodes maniaques, en tout cas, ou disons, génèrent des troubles du comportement, notamment l'usage de drogue, que ce soit l'alcool, le cannabis, d'autres substances psychoactives,
et viennent un peu brouiller le tableau. Et pas mal de confrères, mais aussi bien sûr les entourages familiaux, ont tendance d'abord à vouloir régler le problème de l'addiction pris séparément, alors que souvent l'addiction est une façon évidemment inappropriée, mais d'essayer de se maintenir dans un état de stabilité. Pour quelqu'un, un très mauvais état, mais un état néanmoins où on sait un peu qui on est. On est finalement fumeur de cannabis, on est usager chronique de l'alcool. Voilà, je pense que pour les patients, il y a à la fois ça vient calmer l'anxiété, essayer de donner une sorte de faux self, un petit peu qui pallie à l'inconstance et surtout aux variations énormes de l'humeur et du comportement. Donc ce sont des attitudes qui égarent pas mal l'entourage, que ce soit l'entourage personnel ou médical. D'accord. Donc, effectivement, finalement, tous les addictologues, je suppose, sont formés à ça, à dépister une bipolarité chez les gens qui viennent les voir pour les addictions. Enfin, espérons. Est-ce qu'on peut avoir des signes prémonitoires? Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est héréditaire? On sait que pour le diabète, c'est pratiquement une maladie héréditaire et que si on a des parents diabétiques, il faut vraiment rechercher et déjà prévenir par la nutrition, par l'activité physique, un diabète chez les gens. Est-ce que pour la bipolarité, il y a une forme héréditaire? L'hérédité compte beaucoup. On considère qu'aujourd'hui, par exemple, pour des jumeaux homozygotes, le risque est de 50%. Et avoir des antécédents maniaco-dépressifs ou donc de bipolarité aujourd'hui dans une famille expose à un risque bien plus élevé de présenter le même trouble. Mais comme pour d'autres pathologies, la schizophrénie, on en parlera peut-être une autre fois, voilà, c'est quand même la maladie provient à la fois d'une origine innée et acquise. C'est-à-dire que quand même les facteurs environnementaux comptent dans le déclenchement de la maladie. Je pense que sans terrain héréditaire, évidemment, ça ne se manifesterait pas. Mais avec l'hérédité, la survenue de facteurs environnementaux qui sont le stress, encore une fois, l'usage des substances, drogues et autres, voire la preuve, certains médicaments, les corticoïdes, peuvent donner des états maniaques, révèlent une structure. Les antidépresseurs aussi. C'est une façon parfois de faire le diagnostic. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris un antidépresseur pour un épisode dépressif qui n'était pas pour l'instant qualifié d'autre chose qu'un simple épisode dépressif et qui fait un virage maniaque, là, on doit quand même réviser son diagnostic et penser qu'on a affaire à une structure de bipolarité. Est-ce que c'est une maladie fréquente? Alors oui, c'est une maladie fréquente, c'est-à-dire que ça concerne environ 2% de la population. Ah oui, c'est vraiment beaucoup. Donc c'est une maladie fréquente qui passe trop longtemps sous les radars. D'accord. Et on peut être parfaitement intégré socialement. Enfin, moi, j'ai parmi mes patients pas mal de patients bipolaires qui ont un très haut niveau intellectuel d'ailleurs et qui ont des professions souvent, je pense, PDG de structure, etc., qui ne les empêchent pas de travailler, mais qui peuvent entraîner des dégâts dans leur entreprise parfois quand ils sont dans les phases maniaques. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà. Pour conclure, un message à passer à la fois aux soignants ou éventuellement aux patients qui nous ont écoutés et qui peuvent s'interroger sur leur propre structure mentale. Oui. Après vous avoir écouté. Alors, un message, oui, il y en aurait plusieurs, mais un parmi d'autres, je pense que, par exemple, devant un épisode dépressif, puisque c'est quand même un motif de consultation extrêmement fréquent, y compris en médecine générale, on considère que, bon, déjà, nos confrères généralistes ont une activité qui, entre 20 et 30%, est constituée par des demandes psychiatriques. Donc, là-dedans, la dépression vient certainement en première place. Je pense que quand on a affaire à un épisode dépressif pour lequel, notamment, on a du mal, on peine à trouver l'origine ou les éléments, ou lorsque les éléments fournis semblent disproportionnés par rapport à l'intensité de la dépression,
l'évaluation, on doit se poser la question d'une origine endogène. Et à partir de là, effectivement, poursuivre l'évaluation, parce qu'il y a possiblement et probablement un risque de bipolarité, je dirais, dissimulé ou non vu. Bon, pour les épisodes maniaques, je pense que le conseil, c'est, disons, faire attention à la façon dont l'épisode va se revêtir. C'est-à-dire que quand effectivement, le maniaque, le sujet maniaque, va user de drogue, va avoir des comportements déviants, ne pas se limiter à juste voir le comportement déviant, oui, mais essayer de penser que derrière, il y a peut-être un problème structurel qui ramène à la bipolarité et qui nécessite une prise en charge en amont bien différente. Le pronostic en dépend et c'est quand même, je pense, peut-être les deux conseils que je donnerais. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Je t'en prie.